Ils ont ordonné à la Terre de se taire. Lorsque le premier ambassadeur humain se présenta devant le Conseil galactique, désarmé, les mains ouvertes, s'exprimant dans un langage commercial clair et concis, la réponse fut un rire public et diplomatique. Un des délégués du collectif Yevnar le retransmit même en direct. Votre espèce est admirable pour une civilisation pré-mécanique, avait-il dit, les dents étincelantes comme du verre poli. Revenez quand vous aurez quelque chose de valeur. C'était il y a 3 ans. Ils ont ignoré tous les signaux, tous les avertissements, tous les enregistrements silencieux des tests de rails cinétiques envoyés à travers le vide. Pas une seule réponse, pas même une insulte diplomatique. Le Conseil a tout simplement banni la Terre de tous les canaux de communication, l'a exclue, oubliée, rendue insignifiante. Mais la Terre n'a pas oublié. Et elle n'a pas cessé. Le capitaine Riner restait immobile au bord du bassin de lancement, le sol d'acier lisse vibrant sous ses bottes, tandis que les dernières armatures du système de chargement se verrouillaient. 32 projectiles en tungstène, chacun de la taille d'une petite voiture, étaient enfouis au cœur du triple canon, refroidi et prêt à être lancé. Ni carburant, ni explosif, juste la gravité, des aimants et des calculs. Physique pure, violence pure. Il serra les dents, ses yeux restèrent fermés. Derrière lui, le reste du destroyer de classe Ravager 01, baptisé Silencer, formait une symphonie de discipline et de brutalité. 500 membres d'équipage, tous humains, tous silencieux, tous nés d'un monde moqué, rejeté, coupé des étoiles. À présent, ils orbitaient silencieusement à l'ombre de Couran 4, une planète avant-poste diplomatique sous le contrôle du Conseil, une planète bâtie sur la conviction que la paix y était garantie. René ne croyait plus à la paix. Le message avait été envoyé une dernière fois 2 jours auparavant. Un signal bref. Les mêmes mots, aucune émotion. Ultime avertissement. La Terre possède une technologie cinétique supérieure. Ce n'est pas un bluff. Ils n'ont jamais répondu. Le vieil homme resté sur Terre, l'amiral Halverson, leur avait accordé 72 heures avant d'ordonner la première frappe. Reiner en avait demandé 24. La dernière heure s'égrenait. Aucun signal, aucune lumière des satellites Kourani. L'arrogance du Conseil était intacte. Toujours aussi persuadé que l'humanité était indigne d'attention. Toujours convaincu que le silence de la Terre signifiait soumission et non calcul. L'officier de communication de Reiner, Dawn, parla à voix basse derrière lui. Flotte du Conseil détectée. À 2 minutes. Patrouille standard déployée. Bouclier désactivé. René ne se retourna pas. Un message? Rien. René inspira lentement et profondément. Ni colère ni haine, juste de la concentration, de la clarté. Il n'était pas là pour se venger. Il était là pour rétablir la vérité. Armement. Canon électromagnétique principal, tous les canons. Plongée pour décharge simultanée. Oui, monsieur. Au plus profond des entrailles blindées du vaisseau, les systèmes bourdonnaient, les condensateurs se chargeaient, les bobines magnétiques se mettaient à tourner. La flotte Kourani apparut. Des vaisseaux profilés, courbés comme des lames de croissant, dérivaient vers le silencieux sans même lever de bouclier. Aucune manœuvre tactique, aucun avertissement, car la Terre était encore la risée de tous, une simple note de bas de page. Ils avaient oublié que la physique est indifférente à qui rit. Le compte à rebours atteignit 0. René parla d'une voix calme. Feu, pas de tonnerre, pas d'éclair, juste le silence soudain et assourdissant. 3 barres de feu accélérèrent à Mach 15. La mort invisible traversa l'atmosphère avant même que le vaisseau amiral Kourani n'ait eu le temps de détecter la chaleur. Sur la planète en contrebas, les tours diplomatiques s'illuminèrent. Les stations de boucliers, toujours inactives dans les zones de paix, disparurent dans l'onde de choc. La coque du vaisseau amiral se fendit en plein milieu d'une phrase, comme si le vide lui-même avait arraché une page de l'existence. Le reste de la flotte du Conseil se dispersa, trop lent, trop mal préparé, trop sûr de sa supériorité. 3 autres projectiles suivirent, puis un autre. Pas d'armes tapées à l'œil, pas de drone IA, pas de rayons d'énergie,
juste l'ingénierie humaine pointée droit sur l'arrogance. 10 minutes plus tard, c'était fini. René se retourna enfin. « Transmettez le message, dit-il. Don était livide. « Message, monsieur. » Les mêmes mots, juste un ajout. Il se dirigea vers le pont de commandement, le regard fixe droit devant lui, la voix calme comme l'acier. Ultime avertissement. Le silence qui suivit n'était pas la paix, mais la peur. Au cœur même du silencieux, chaque écran vibrait du chaos. Les communications du Conseil inondaient les canaux interstellaires, des transmissions brouillées et frénétiques dans une centaine de langues. Aucun commandement unifié, aucune stratégie, juste la panique. Après des décennies de domination sans partage, le Conseil galactique subissait enfin sa première défaite. Et ce n'était pas contre un autre empire. C'était contre une espèce marginale et rebelle qu'ils croyaient à peine capables de voyager en orbite. Ils avaient déjà vu des missiles, des lasers, du plasma, même des armes gravitationnelles, mais rien de comparable. Rien d'aussi précis, d'aussi silencieux, d'aussi définitif. Rainé se tenait au centre de la passerelle, tandis que les données affluaient. Les doigts de Dawn actionnaient la console à une vitesse qu'il n'avait jamais connue. La sueur perlait sur sa joue. « Le réseau du Conseil est totalement verrouillé », annonça-t-il. « Toutes les grandes espèces sont en alerte. Les boucliers planétaires sont activés dans 12 secteurs. Trop tard pour les boucliers, dit Rainer. Derrière lui, le lieutenant Varick, chef des armes, gardait les yeux rivés sur les relevés orbitaux. « La flotte diplomatique a disparu, monsieur. Aucun survivant. Les vaisseaux du Conseil aux avant-postes 3, 5 et 6 font route vers l'orbite de Kuran. » Mais sa voix s'éteignit. « Mais quoi ?» demanda Rainer. « Ils ne répondent pas aux appels. Aucun ordre, aucune formation. On dirait qu'ils ne savent plus quoi faire. » Rainer acquiesça. Vraiment, car malgré leur supériorité, le Conseil galactique n'avait jamais été véritablement contesté, pas par quelqu'un qui refusait de jouer le jeu. La Terre l'avait apprise à ses dépens. Il y a 3 ans, le Conseil avait rejeté l'humanité. Non par haine, car cela aurait signifié qu'ils éprouvaient quelque chose, mais par indifférence, comme on ignore un insecte qui rampe sur sa chaussure. On ne lui parle pas, on ne discute pas. On suppose simplement qu'il finira par mourir ou se faire écraser. René serra les dents. Sa mâchoire se crispa au souvenir du visage de l'ambassadeur. Jensen s'était tenu sur le sol de marbre de la salle du Conseil galactique, proposant la paix, le commerce et une alliance, et ils avaient ri. Puis, ils avaient éteint les caméras et interdit à la Terre l'accès à toutes les routes interstellaires connues. Même les vaisseaux civils se virent refuser les coordonnées de saut. C'est alors que la Terre cessa de parler. Quand la Terre a commencé à construire des canons électromagnétiques. Et maintenant ils écoutaient. L'écran au fond de la pièce clignota en rouge. Transmission entrante non cryptée, bande standard du Conseil. La voix de Don brissa la tension. « Monsieur, c'est eux, un des membres du commandement du Conseil. Pas l'organe central, mais un haut gradé. » Rainer hocha lentement la tête. Transmission audio uniquement. Il y eut une brève salve de parasites, puis une voix, sèche, aiguë, arrogante, mais tremblante sous-jacente. Ici, le vice-commandant Elelitron de l'ascendance Valari, agissant en vertu de la directive intérimaire du Conseil galactique. Vaisseau humain Silencer, vous avez attaqué un avant-poste autorisé par le Conseil et détruit plusieurs infrastructures diplomatiques. Vous avez l'ordre de vous retirer et d'attendre le jugement. Tout refus entraînera votre arrestation. » René coupa la communication en plein milieu de sa phrase. Les yeux de Don s'écarquillèrent. « Monsieur, ils ne sont pas là pour écouter. Ils sont là pour restaurer l'illusion du pouvoir. » dit Rainer d'une voix calme. « Ils gardent que le contrôle, dans leur esprit. Mais on les a humiliés. C'est pire que de les menacer. Les empires s'effondrent plus vite par orgueil que par effusion de sang. » Il se tourna vers l'équipage. « Ils riposteront. Pas immédiatement, mais riposteront. Ils n'ont pas le choix. Toute leur structure repose sur l'incontestabilité. » Verick semblait inquiet.
On atteint la prochaine cible, monsieur? Rainer hocha lentement la tête. On maintient la pression. Frapper et disparaître. Une flotte, un seul coup, et on se déplace. Il nous reste 6 vaisseaux de transport et 3 points de repli. Don hésita. Tu ne veux pas entendre la réponse de la Terre en premier. Rainer le regarda comme s'il venait de dire une bêtise. Je sais ce que veut la Terre. Et il le savait. Cette mission avait été approuvée dans l'ombre, sous le couvert d'une diplomatie de façade et de discours sur la paix. L'amiral Halverson n'avait pas signé de déclaration de guerre. Il n'en avait pas besoin. Le vieil homme se contenta de remettre à Rainer une seule ligne d'ordre gravée dans une mémoire cryptée. Qu'il se souvienne de nous. C'était cela. Un souvenir inscrit dans le feu. L'écran de navigation pulsa. Tellus Prime, une autre planète du Conseil, plaque tournante des communications, tournait lentement sur la projection. Bouclier hors service. Présence de la flotte minimale. René serra les lèvres. Le Conseil n'avait pas songé à protéger les organes vitaux de leur empire. Il indiqua les coordonnées de saut vers Tellus Prime. Sortie silencieuse. Je veux que nous quittions ce système dans 3 minutes. Le saut fut parfait. Instantané. 1 seconde plus tard, il flottait dans les cendres de Kuran. Et l'instant d'après, il se trouvait à 2 millions de kilomètres au-dessus d'une planète verdoyante et luxuriante, parcourue en spirale par un trafic de données denses et des câbles orbitaux. Pas de vaisseaux de guerre, pas de patrouilles, seulement des anneaux de station, des cibles faciles, diplomatiques et commerciales. René expira par le nez. Ils s'étaient mis dans cette situation eux-mêmes. Il repensa à l'époque où il s'était porté volontaire pour cette mission. Ce n'était même pas une vraie mission, juste une possibilité. Un scénario alternatif, celui de l'échec de la diplomatie. Il se souvenait de sa rencontre avec l'amiral Halverson dans ce bunker de béton obscur sous Oslo. Pas de presse, pas de caméra, juste 2 hommes et une image satellite granuleuse d'un croiseur du Conseil survolant une colonie civile terrienne. Une colonie qui, plus tard, tomba accidentellement dans l'obscurité. Ils n'avaient jamais confirmé que le Conseil en était responsable, mais ils avaient enterré les morts. Rainer se tourna vers Dawn. Cibler les tours de communication, non civiles, pas de dégâts de dispersion. Verick était déjà en train de calculer les trajectoires. Des slugs à 2 et 3 armes. Rainer contempla le paysage par le hublot. C'était un paradis. Tellus Prime était le genre de monde que les humains rêvaient de coloniser. Des océans couleur saphir. Une herbe douce comme de la mousse recouvrait les collines ondulantes. Magnifique. Intacte, elle appartenait à une espèce qui avait privé la Terre de ses droits à l'eau pendant 6 ans. « Du feu !» s'écria Rain. 2 limaces tombèrent de l'orbite telles des dieux courroucés. Elles transpercèrent les tours de part en part, puis s'enfoncèrent dans la mer. Aucune explosion, aucune flamme, seulement des cratères là où se dressaient autrefois les centrales électriques, et un monde plongé dans une obscurité terrifiée. Puis elles repartirent. 3 autres sauts, 3 autres cibles, toutes non militaires, toutes critiques. Une station commerciale sur Bellora 9, un relais de boucliers sur la ceinture dorique. Une raffinerie au cœur des champs miniers de l'épine dorsale de Zorax. À chaque fois, une frappe, un message. Dernier avertissement transmis. À chaque fois, aucun survivant, aucune flotte de riposte. Et à chaque fois, le Conseil se taisait. Mais sur Terre, le bruit montait. Le dernier saut de Rainer amena Silencer sur la face cachée de la base lunaire. Ce terrain de transit militaire terrestre, à l'abri des regards, dissimulé par des décennies de silence médiatique, s'amarra dans un silence de mort. Ni trompette, ni applaudissements, ni drapeau, seulement l'acier, l'air froid et les regards de ceux qui attendaient une justice depuis trop longtemps. L'amiral Halverson accueillit Rainer dans la salle de débriefing. Pas de poignée de main, pas de salut, juste un long regard entre 2 hommes qui avaient non vu le monde qu'ils aimaient être bafoués, pillés et oubliés. Halverson rompit le silence le premier. Ils appellent ça du terrorisme. Rainer ne s'y a pas. Bien sûr, ils ont commencé à rassembler des flottes,
20 espèces sous une bannière unifiée. Rainer croisa les bras. Ils peuvent s'unifier autant qu'ils veulent. Ça ne change rien aux lois de la physique. Alverson esquissa un sourire. Absolument. L'amiral se retourna et activa une carte galactique grand écran. Des dizaines de marques rouges s'illuminèrent. Déploiement de flotte, centre névralgique du Conseil, contre-offensive potentielle. Nous avons 7 jours avant leur première véritable offensive. Ils frapperont fort, ils seront furieux, ils tenteront de nous anéantir pour ne pas avoir à répondre de nous avoir sous-estimés. René acquiesça. Quel est le plan? Alverson le regarda, non comme un capitaine, mais comme une arme. On fait ce qu'on a toujours fait, survivre. Non. Le regard d'Alverson se durcit. On les fait saigner à chaque année-lumière. René hocha la tête. La guerre n'était pas à venir. Elle avait déjà commencé. L'information circulait partout. Tous les moyens de communication clandestins, tous les relais pirates, toutes les transmissions illégales à travers la galaxie diffusaient la même chose. La Terre avait riposté, et le coup n'avait été ni chirurgical, ni politique, ni diplomatique. Il avait été brutal, unilatéral, et sans le moindre remords. Les frappes de silencieux avaient réduit 6 installations du Conseil en cendres. Pas d'armes énergétiques spectaculaires, pas de super-guerre par IA, juste des projectiles de métal filant à une vitesse fulgurante. Tirés avec la précision d'un tireur d'élite orbitale. Pour la première fois en 1000 ans, le Conseil galactique subissait des pertes face à une espèce non autorisée, une espèce qu'il n'avait même pas pris la peine de classer en catégorie 2. La Terre n'était plus une planète, c'était un problème. De retour sur la base lunaire, le capitaine Rainer arpentait les couloirs de fer comme un homme dont le temps s'est compté. Le bourdonnement des générateurs de gravité résonnait dans les murs, et partout où son regard se posait, des hommes et des femmes s'activaient, parlant à voix basse et se préparant à quelque chose que personne n'osait nommer à haute voix. La guerre. Une vraie guerre. Pas des escarmouches frontalières, pas des conflits commerciaux, pas des batailles par procuration sur des lunes lointaines. Cette fois, la cible, c'était nous. Lorsque Rainer entra dans la salle de commandement, le silence se fit. Alverson était déjà là, entouré d'officiers supérieurs, tous suivant une projection en direct. L'écran montrait 12 flottes du Conseil, toutes mobilisées en formation serrée, couleurs unifiées sous une même bannière. L'accord fondamental, un nouveau nom, une nouvelle guerre. Ils n'appellent pas ça une riposte, dit l'amiral sans se retourner. Ils appellent ça une opération de purification. René serra les dents. Charmant, ils ont qualifié la terre de foyer contaminée, non autorisée, illégitime. Leurs canaux de communication officiels présentent les choses comme si nous avions déstabilisé l'harmonie galactique. Parce que nous avons riposté, parce que nous les avons fait saigner. Alverson se tourna vers lui, le regard dur, les lèvres pincées. Les flottes principales de l'accord sont en route. Elles seront dans le système de l'âme dans moins de 5 jours. 37 vaisseaux, dont au moins 15 croiseurs. Nous pensons que 4 d'entre elles sont de classe siège. René fixait l'écran, le regard froid et calculateur. Combien de canons électromagnétiques sont opérationnels sur la planète? 5. 3 autres seront opérationnels d'ici 72 heures. 2 sur la Lune, une plateforme mobile au-dessus de Mars et un silencieux. Réarmé, rééquipé, mode fantôme activé. René hocha la tête. Alors, nous reprenons l'initiative. Un silence s'installa. L'atmosphère changea. Un jeune officier, le lieutenant Grays, s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ils sont 10 fois plus nombreux que nous en armement, peut-être même davantage. Nous ne gagnerons pas un combat frontal. Rainer le regarda comme on examine un fusil fêlé. Qui a parlé d'affrontement direct? Il s'avança, tapota l'écran et afficha la carte de la flotte en 3D. Des points s'illuminèrent
Stations de ravitaillement, relais de fret, balises de données. Ce ne sont pas des flottes de guerre. Elles sont cérémonielles, politiques, conçues pour l'intimidation et les défilés. Leurs équipages sont habitués à la domination, pas à la résistance. Couper leur carburant, aveugler leur système de navigation, retirer un croiseur de la formation, et tout s'effondre. Graz semblait sceptique. Et s'ils ne le font pas, on tire jusqu'à épuisement des munitions. Ensuite, on percute. Ensuite, on saigne, mais ils s'en souviendront. Un silence s'installa, car chacun savait qu'il était sérieux. Alverson rompit le silence. La population terrestre est évacuée vers des abris souterrains. Panne d'électricité générale dans les 48 heures. Les vaisseaux civils sont immobilisés. Chaque plateforme orbitale est désormais sous commandement militaire. Il balaya la pièce du regard. C'est la fin. Il n'y a pas de retraite. S'ils atteignent la surface, c'est fini. Rainey se retourna. Alors, ils n'y arriveront pas. Dans le hangar de Silencer, l'atmosphère était différente, plus tendue, plus agressive. Les membres d'équipage se déplaçaient en groupes serrés, rechargeant les compartiments, sécurisant les systèmes de survie de secours, vérifiant l'étanchéité des joints d'étanchéité d'une main qui tremblait légèrement en l'absence de témoins. Ce n'étaient pas des guerriers nés. Ces hommes et ces femmes avaient passé la majeure partie de leur vie à croire que l'espace était un rêve, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il s'agissait d'une prison aux murs invisibles, construite par des extraterrestres qui souriaient à pleines dents et appelaient cela l'ordre. Le sergent Kellen rencontra Riner près de la chambre du canon électromagnétique avant. L'homme était plus âgé que la plupart des membres de l'équipage, un ancien sous-officier de Titan au visage dur et aux larges épaules, avec une voix rauque et une intolérance absolue pour l'hésitation. « Ils savent ce qui les attend ?» dit-il sans saluer. « Ils sont prêts ?» demanda Rainer. Kellen haussa les épaules. « Peu importe, ils se battront de toute façon. » Ça suffit. Tous deux contemplèrent la terre à travers l'étroit hublot. Une sphère bleue parfaite suspendue dans l'obscurité, paisible, fragile. Le lieu où ils étaient nés, moqués et exclus des étoiles simplement parce qu'ils étaient arrivés trop tard. Ils se sont jamais demandé pourquoi on a construit des canons électromagnétiques au lieu de lasers? Marmonna Kellen. Rainer esquissa un sourire. Les lasers sont propres. Les canons électromagnétiques, c'est du gâchis. Kellen acquiesça. C'est clair. Pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, à bord du vaisseau amiral Varelion, le vice-haut seigneur Kazir du Conseil arpentait le sol doré de son poste de commandement. Grand, élégant, issu d'une longue lignée de diplomates devenus conquérants. Il ne cria pas, il ne laissa pas éclater sa rage, mais une humiliation silencieuse le rongeait. « Ils nous ont fait passer pour des primitifs », dit-il d'une voix douce et tranchante. « Oui, ô Seigneur », murmura son aide. « Leurs armes cinétiques sont efficaces. » Efficaces? Kazir se retourna, les yeux brillants. Ils ont tué des ambassadeurs, des gouverneurs, des commandants sans avertissement, sans autorisation, sans procédure. Il s'approcha de l'écran central. Une maquette 3D de la Terre en rotation était suspendue dans les airs. Je veux que ce monde soit réduit au silence à jamais. Aucun survivant, aucun martyr. Nous anéantirons toute structure, toute trace. Nous effacerons leur destin des cartes. Oui, Seigneur. Et quand le dernier d'entre eux aura disparu, nous les remercierons de nous avoir rappelé ce que signifie la guerre. Sur Terre, alors que le compte à rebours s'égrenait au-delà du deuxième jour, Rainer se tenait au bord des ruines de l'ancienne Seattle. Une ville civile désaffectée, désormais devenue ville fantôme. Rues désertes, tours de verre vides, toutes les lumières éteintes pour éviter d'être repérés depuis l'orbite. Le ciel était calme, trop calme. Le commandement dit qu'il nous reste 30 heures, annonça la voix de Don dans l'oreillette. Ils seront alors apportés. Rainey ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers les étoiles, désormais invisibles derrière les protocoles de blackout.
Là-bas, quelque part, des vaisseaux de la taille de ville se rapprochaient lentement, dotés d'une puissance de feu capable de réduire des continents en poussière. Et tout ce qui séparait la Terre de l'anéantissement, c'était quelques vaisseaux, une poignée de canons électromagnétiques et la volonté de dire « pas aujourd'hui ». Il tapota son oreillette. Charger Slug 6 dans Silencer. Préparez le saut furtif. On n'attend pas qu'il frappe à la porte. Minuit. Le silencieux était camouflé en mode fantôme, se faufilant entre les satellites spatiaux comme une ombre dans le brouillard. Aucun signal, aucune trace. Rinné se tenait dans le CIC tandis que la flotte ennemie se profilait à l'horizon, à peine détectable, lente, majestueuse, arrogante. Ils ignoraient tout de l'observation terrestre. Absolument tout. Un projectile de canon électromagnétique était déjà verrouillé, calculé, pointé droit sur le pont de commandement vérélien. René expira. Feu. Aucun bruit ne parvenait à s'échapper de l'espace, mais l'effet était assourdissant. Le vaisseau amiral se brisa comme un œuf tombé sur du béton. Une seconde plus tard, le signal de la liaison de communication principale du Conseil fut coupé. Au sein de leur formation, la panique se propagea comme une traînée de poudre. Activation des vecteurs de retraite, déploiement des boucliers, dispersion des forces. C'était le chaos. Ils s'étaient entraînés pour la guerre, pas pour la défaite. Et la Ketata, Terre venait de leur apprendre les deux. Le hurlement de l'alerte de proximité déchira le silencieux comme une lame. Plusieurs contacts brisaient la hâte et la furtivité. Le secteur 4 se rapprochait à toute vitesse. La voix de Don se brisa alors qu'il criait pour couvrir l'alarme grandissante. Ce ne sont pas des éclaireurs, ce sont des vaisseaux de guerre. Signature du Conseil confirmée. Le capitaine Rainer ne broncha pas. Il était déjà en mouvement. Désactivation du mode fantôme. Mise en alerte maximale de tous les systèmes. Prévenez l'Unabase qu'ils ont percé les défenses. Les lumières du pont passèrent du bleu au pourpre profond. Le bourdonnement des condensateurs du canon électromagnétique en charge résonna dans le vaisseau comme un battement de cœur. Chaque membre d'équipage se mit en mouvement avec une rapidité fulgurante, fruit de la certitude absolue qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Plus de simulation, plus de répétition. C'était le moment décisif. À travers les étoiles, le pire cauchemar de la Terre était enfin arrivé. À la base lunaire, l'amiral Alverson se tenait devant une carte vide, où une douzaine de signatures ennemies pulsaient en rouge, telles des plaies béantes disséminées dans le vide. Sa main burinée planait au-dessus du panneau de commande, ses yeux scrutant chaque vaisseau qui approchait. « Ils ont divisé leur formation », annonça son officier de renseignement. « 4 en formation de l'heure. Les autres descendent droit vers le couloir Terre-Lune. Impulsion maximale. Ils ont fini de faire des démonstrations de force. » Alverson expira. Nous aussi. Il se tourna vers la console tactique. Activez toutes les plateformes ferroviaires. Réveillez tous les canons électromagnétiques de la planète. Dites à tous les opérateurs que ce n'est plus une question de défense, mais de survie. Un second officier intervint. On a aussi un signal. Code humain crypté. Origine, orbite basse extérieure. Cest silencer. Connectez-les. La voix de Rainer crépita dans le flux. Ils arrivent vite, et ils sont furieux. On leur a tranché la tête, et maintenant la bête se débat. Alverson répondit sans hésiter. « Combien de vaisseaux pouvez-vous prendre ?» Rainer ne mentit pas. « 1, peut-être 2. Après, plus de munitions, plus de chance. Alors, faites-les compter. Toujours. » La communication fut coupée. René se tourna vers l'équipage du pont. Verrouillez les cibles. Les 2 premiers croiseurs en tête. Il faut leur couper l'herbe sous le pied avant qu'ils ne s'approchent. Don hésita. « Monsieur, et s'ils se sont adaptés? S'ils ont renforcé leur coque, on le découvrira. Et si nous mourons, ce sera en faisant ce que les humains font de mieux. C'est quoi? Se surpasser. » Le premier projectile du canon électromagnétique fut tiré. Il se déplaçait plus vite que la lumière, silencieux, mortel, sans bruit. Le croiseur ételant ne le vit pas venir. Une seconde, il diffusait des ordres de cohésion de flotte. L'instant d'après, la passerelle de commandement et tout ce qui se trouvait au-dessus du pont 12 avaient net disparu.
pulvérisé par un projectile de la taille d'une navette de transport. Le vaisseau s'est effondré sur lui-même, un amas grotesque d'alliages tordus et de lumière clignotante, avant que les réacteurs ne s'allument, emportant avec eux 6000 vies. La cohésion de la flotte vola en éclats. Les autres vaisseaux vacillèrent, trébuchèrent, hésitèrent, et Rainer les frappa de nouveau. Le second projectile s'enfonça dans le flanc de l'Oresa, un des vaisseaux hybrides les plus récents, tout en courbe esthétique et en élégant moteur. L'impact endommagea une batterie de réacteurs et projeta le vaisseau dans une spirale incontrôlée. « Rechargez !» aboya Rainer. « Les munitions sont épuisées, monsieur. Nous sommes à sec. Préparez-vous à la retraite. Mettez le silencieux à l'abri dans l'ombre de Luna et passez en mode furtif. Nous ne servons à rien comme cercueil. » Don le regarda, la mâchoire serrée. Ils s'attaqueront à la Terre ensuite. René ne quitta pas les étoiles des yeux. Alors, nous les saignons à chaque mètre. Les vaisseaux du Conseil ne ralentirent pas. Malgré le chaos, malgré les pertes, leurs 7 vaisseaux restants s'engouffrèrent dans le couloir Terre-Lune, avec une violence inouïe. Fini les diplomaties, fini les tergiversations. La destruction des Véliens avait été une insulte qu'ils ne pouvaient tolérer. À bord du destroyer de tête, le Tvela Sky, le commandant suprême Harkon observait les images depuis son fauteuil de commandement, le visage figé par une fureur implacable. Tant d'espèces avaient succombé devant le Conseil. Tant de colonies s'étaient rendues avant même qu'un seul croiseur ne foule l'atmosphère. Mais la Terre n'avait rien fait de tel. La Terre avait dissimulé ses armes en silence, saigné ses flottes sans raillerie ni fanfaronnade, puis disparu pour mieux frapper à nouveau. « Ce n'est pas une espèce guerrière, » murmura son conseiller. « Pas au sens traditionnel du terme. » La voix d'Harkon était aussi froide que l'espace. Alors mettons fin à leur tradition. Au-dessus de la Terre, le premier tir de plasma frappa le bouclier supérieur de Luna. Le ciel au-dessus de la Lune s'embrassa comme un soleil mourant. Des milliers de personnes sur Terre virent l'éclair, malgré les protocoles de coupure d'électricité. Une fraction de seconde d'éclair, comme la fin du monde. En surface, des plateformes ferroviaires automatisées s'activèrent simultanément. Sans fanfare ni compte à rebours, juste le bruit d'une vengeance mécanique. Des projectiles en tungstène furent lancés depuis 6 points, 2 sur la Lune, 4 sur les plateformes de défense cachées de la Terre. Il ne s'agissait pas de tirs de semonces orbitaux, mais de tirs mortels, chacun conçu pour percer les boucliers, énergétiques et poursuivre sa course. Les 3 premiers impacts furent précis. 2 croiseurs furent réduits en miettes, s'engouffrant dans des puits de gravité et se désintégrant sous l'effet de l'effondrement de leurs systèmes internes. Mais le 4e projectile manqua sa cible. Du moins, pas complètement. Il érafla le blindage du cuirassé de classe Azer, le fissurant sans le pénétrer. Quelques instants plus tard, l'ennemi riposta. Des traits de plasma rouge traversaient la haute atmosphère, réduisant en cendres des plateformes orbitales abandonnées. Un tir a touché une station inhabitée au-dessus du Pacifique. L'onde de choc a mis hors service 6 satellites et interrompu temporairement les communications avec le sol. C'était un tir de semonce. D'autres ont suivi. Au centre de commandement au sol, profondément enfoui sous les Alpes suisses, la situation s'aggravait rapidement. « Il prépare pas les trajectoires d'atterrissage !» cria l'officier tactique. 3 vaisseaux en descente en orbite basse. Alverson fixa la carte, la voix tranchante. « Combien de soldats peuvent-ils déployer ? 10 000, peut-être plus, sans compter les drones de soutien. » Alverson se tourna vers son adjoint. « Dites à Rainer d'intercepter. » L'homme parut abasourdi. Avec quoi ? Avec ce qui lui reste. À bord du Silencer, le pont vacillait. La moitié des systèmes fonctionnaient sur alimentation de secours. Les baies de canons électromagnétiques étaient muettes. Le système de survie s'affaiblissait toutes les heures. Le corps de Rainer tremblait. Sa tempe avait été tranchée par un rayon de soutien lors de la seconde explosion de plasma qui avait frappé à proximité.
Mais il tenait encore debout. Il le serait toujours. 3 atterrisseurs détectés, dit Don entre ses dents serrées. Ils ciblent le cadran ouest de la Terre. L'un d'eux se dirige vers le corridor de Denver. C'est près de la base Arcadia. Rainer ne s'arrêta pas. Faites demi-tour, pas de furtivité, pas de ruse. Les yeux de Don s'écarquillèrent. C'est du suicide. Pas du suicide, une interception. Il se pencha. Nous nous interposons entre eux et la Terre. Et si nous ne pouvons pas les tuer, alors nous périrons sur leur passage. Le silencieux rugit. Pas de furtivité, pas de camouflage, juste la pleine puissance. Chaque propulseur s'activa tandis que le vaisseau fonçait sur les modules d'atterrissage en descente, tel un prédateur blessé. Le module de tête du Conseil, le Galari, ouvrit le feu avec ses tourelles automatisées, arrosant l'espace devant lui de rafales de plasma, destinées à désintégrer tout sur leur passage. Mais Rainer ne ralentit jamais. Ses mains agrippèrent la console, ses jointures blanchies tandis que la coque grinçait et que les lumières vacillaient. « Approchez-vous, au plus près », grogna-t-il. « Tout près. Monsieur, si on les percute… » « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais. » La collision eut lieu juste au moment où le Galari pénétrait dans l'atmosphère terrestre. L'avant du silencer percuta le flanc du module d'atterrissage avec une force inouïe, déchirant les 2 vaisseaux en une spirale infernale. Feu et métal s'écrasèrent dans le ciel comme une comète mourante. Mais l'opération fut un succès. Le Jalari se disloqua. Ses soutes à troupes explosèrent. Ses systèmes tombèrent en panne. L'épave s'abîma sans faire de dégâts dans l'océan. Des milliers de soldats ne fouleront même jamais le sol. Depuis le poste de commandement au sol, Alverson suivait les images en direct. Sa mâchoire tremblait. Il resta longtemps silencieux. Puis, d'une voix douce, « Rainer, espèce de génie !» Le ciel du Colorado était en flammes. Des traînées de plasma rouge zébraient les nuages, baignant le monde d'une lueur nauséabonde, tandis que des débris incandescents tombaient comme une pluie de métal. Le second module d'atterrissage du Conseil avait franchi le dernier périmètre de défense de la Terre et s'était écrasé juste à l'est de Denver, tel un marteau divin. Arbres, bâtiments et ossements furent réduits en poussière sous l'impact. Puis les trappes s'ouvrirent en « ce n'étaient pas des drones ». Cette fois, c'étaient des soldats de plus de 2,40 m, 4 bras, une armure faite de roches volcaniques fusionnée à un alliage d'or, conçue non seulement pour tuer, mais pour dominer. Les troupes de choc Valari avaient atterri. Sur la crête boisée surplombant l'épave, le sergent Thomas Drainer fixa ses ennemis à travers la lunette de son fusil à rail modifié et murmura « Bon, je suppose qu'ils ne sont pas là pour négocier. » Son escouade était clouée au sol dans la lisière de la forêt. 10 hommes, aucun appui aérien, aucune évacuation, aucune artillerie, seulement des fusils de fortune, des munitions renforcées et une volonté farouche de ne pas se laisser faire. Drainer cracha dans la poussière, s'appuya contre un arbre et murmura dans la radio. « Commandement, ici Echo 1, ennemi débarqué. Unité complète. 24 débarquements confirmés, blindage lourd. On engage le combat. » Puis la voix d'une femme, froide, tranchante, crispée par la tension. « Echo 1, ici Fort Arcadia. Vous êtes la dernière unité à l'est du point d'impact. Pas de renfort. Retardez-les. Empêchez-les de franchir la montagne. » « Compris, » dit Drainer en se mettant déjà en mouvement. « Si on ne se manifeste pas dans l'heure, vous ne le ferez pas, » ajouta-t-il avec un sourire narquois. Je m'en doutais. Il observa ensuite ses hommes. Certains étaient frais et dispos, d'autres aguerris. Tous ressemblaient à des fantômes éclairés par un feu, fatigués, les yeux cernés, mais debout. « Bon, les gars, » dit-il en s'accroupissant. « Ce truc là-bas, c'est ce qu'ils envoient pour finir les guerres. » René, 21 ans, un des plus jeunes soldats, ancien étudiant, devenu fusilier, fixait la colline, les mains tremblantes. « On n'a même pas de char. » Drainer chargea un nouveau chargeur. « Non, ils vont nous tuer. » René le regarda droit dans les yeux. « Ouais, sans doute. »
Mais voilà la bonne nouvelle, gamin. Quoi? Il se retourna et afficha un sourire narquois, du sang coulant de ses dents. Il nous suffit d'en tuer un pour que les autres repensent leur atterrissage. Les soldats du Conseil avançaient comme un mur de mort. Ils n'aboyaient pas d'ordre. Ils ne criaient pas. Ils progressaient dans un silence terrifiant. Des rangées de 4 boucliers s'imbriquaient. Leurs lances énergétiques étaient levées. Tout ce qui était à portée se vaporisait. Les arbres se fendaient. Les rochers fondaient. L'air lui-même semblait se courber autour de leurs armures. Mais ils n'étaient pas préparés aux forêts de la terre. L'escouade de draineurs avait grandi dans la poussière. Chassés dans les rocheuses, combattus dans des guerres oubliées et des villes abandonnées. Ils connaissaient le terrain comme leur poche. La première embuscade fut une simple opération à la mine. Le deuxième soldat, en partant de la gauche, marcha sur une charge enfouie, et l'explosion qui s'ensuivit le projeta à 6 mètres dans les airs. À son retour, la moitié de sa plaque de poitrine avait disparu. Draeneur n'hésita pas. Il surgit d'une tranchée et tira 3 balles à canon scié directement dans la chair à vif. La cible ne poussa pas un cri. Elle s'effondra, tout simplement. Alors commença le vrai combat. Ce ne fut ni élégant, ni glorieux. C'était horrible. Un combat rapproché. De la boue, de la fumée, des cris. Un des soldats a transpercé la poitrine du caporal Dick d'un coup de lance à plasma, puis s'est servi de son corps pour projeter un autre soldat contre un arbre. Draenor a rendu l'appareil en tirant à bout portant dans le casque ouvert de la créature. Le canon de son fusil a craqué sous l'effet de la chaleur. Un autre soldat fit un large mouvement et projeta une onde de choc aveuglante depuis son gantelet, faisant tomber 3 hommes comme des poupées de chiffon. Draenor s'écrasa au sol, les côtes brisées, son arme dévalant la pente. Le soldat s'avança, dominant l'enfant de toute sa hauteur, et juste au moment où celui-ci levait le bras pour l'achever, boum! Draenor l'attaqua par derrière, lui enfonçant une lame volée du Conseil dans l'articulation entre sa plaque dorsale et son cou. La créature se convulsa violemment, du sang noir giclant sur le visage de Draenor avant qu'elle ne s'effondre. Draenor leva les yeux, hébété. « Tu m'as sauvé !» Draenor ne répondit pas. Il se contenta de tendre son propre pistolet de secours au jeune homme et poursuivit sa route. Les alarmes du fort d'Arcadia hurlaient déjà lorsque le premier drone de patrouille fit irruption. L'installation n'était pas militaire, du moins pas à l'origine. C'était un site de recherche souterrain, construit à flanc d'eux. Montagne pour résister à une frappe nucléaire. Mais au début de la guerre, ça a fait rire. Elle fut reconvertie. Elle servait désormais de centre de commandement à la résistance occidentale. Et si elle tombait, tout le cadran s'effondrerait avec elle. Le commandant Ellis, à l'intérieur de la montagne, aboya dans le talkie-walkie. Où diable est Echo-One? Son officier technicien, le visage blême, répondit « Ils les ralentissent. » Mais ils sont rapidement décimés. Nous traquons 12 ennemis restants. Ellis jura et frappa du poing le panneau de contrôle. « Ils ont besoin de plus de temps, » murmura le technicien. « Nous avons le prototype. » Ellis se figea. « Non, dit-elle, pas avant qu'il ne soit à la porte. » Draenor n'avait plus de plan. Il saignait du flanc. 2 de ses hommes étaient morts. Un troisième avait perdu un bras, mais ils étaient toujours là, toujours en mouvement, toujours en train de se battre. Lorsqu'il atteignit la dernière crête, il la vit. Fort Arcadia au loin, ses portes de montagne commençant à se refermer. Et devant lui, le dernier soldat Valari, le commandant. Celui-ci était différent, plus grand, plus froid. Des runes blanches gravées sur son armure dans une langue que Draenor ne comprenait pas, mais qu'il ressentait au plus profond de lui. Il le vit, il le désigna du doigt. Le défi était clair. Draenor laissa tomber son fusil. Il était bon pour la casse. Il sortit un long couteau de son gilet, de l'acier récupéré sur une lame du Conseil soudée à une poignée humaine, et il s'avança. Le combat fut bref et brutal. Le soldat était plus rapide, plus fort. Draenor était déjà à moitié mort, mais il ne recula pas. Il esquiva le premier coup, enfonça la lame dans l'articulation de sa patte.
La créature hurla, le projeta contre un rocher. Des os craquèrent. Sa vision se brouilla, mais il tint bon. Il rugit et chargea. Cette fois, le soldat n'a pas été assez rapide. Il l'a plaqué au sol, lui a planté la lame dans le cou à répétition jusqu'à ce que des étincelles remplacent que le sang et que la créature cesse de bouger. Puis il s'est effondré, le souffle court, le corps brisé, mais souriant, car la montagne était toujours là. À l'intérieur de Fort Arcadia, le prototype était scellé. Un nouveau canon électromagnétique, portable, plus petit, plus rapide, forgé à partir des maigres ressources terrestres restantes et conçu dans un seul but, leur porter la guerre. Ellis se tenait au-dessus de l'engin, puis se tourna vers le dernier appareil encore fonctionnel du laboratoire. « Préparez-le, nous ne sommes plus en train de nous défendre. » Elle leva les yeux vers le ciel. La fumée étouffait les nuages. La chasse est notre prochain objectif. Le vent hurlait, au dehors, près de Fort Arcadia, emportant cendres et neiges sur le col calciné. Le commandant Ellis se tenait sur la plateforme d'observation, les yeux rivés sur l'horizon déchiqueté ou la baie. Fumée s'élevait encore des débris de l'atterrisseur du Conseil. Le silence régnait, un silence trop pesant. Le prix de la victoire était toujours ainsi. Derrière elle, à l'intérieur du noyau renforcé des montagnes, des ingénieurs s'affairaient autour d'une élégante structure d'un noir d'obsidienne. On aurait dit un char d'assaut, mais plus long, plus fin, plus anguleux, sans armes apparentes ni chenilles. Il planait silencieusement au-dessus du sol métallique, vibrant d'une énergie latente. Le projet Tauren, la première plateforme mobile de canons électromagnétiques de l'humanité. Ni un vaisseau, ni un drone. Un véhicule de frappe atmosphérique unique en son genre, conçu pour se déplacer sur tout type de terrain et ne laisser aucune trace. Construit à partir d'alliages ennemis récupérés et grâce à l'ingéniosité humaine, il n'avait jamais connu le combat réel jusqu'à présent. Quel est son statut ? Demanda Ellis sans se retourner. Son ingénieur en chef, un homme à la peau rude nommé Brixton, s'essuya le front et répondit d'une voix rauque. « Elle est paix, elle est prête. » « Tu en es sûr ?» Il la dévisagea. « Je dors sous son ventre depuis 3 ans. » Elle éternue. « Je le sais. » Ellis se retourna enfin. « Bien, parce que dans 12 heures, on riposte. » À travers la galaxie, le Conseil était en ruine. L'accord fondamental avait perdu plus de vaisseaux capitaux en 2 jours qu'au cours des 2 derniers siècles. Des espèces entières exigeaient des explications. Les routes commerciales s'étaient effondrées. Les flux de réfugiés engorgeaient les systèmes extérieurs. L'illusion de l'ordre, le mensonge d'une domination éternelle, s'étaient fissurés. Et la peur se propageait comme une pourriture au sein de leur hiérarchie. Dans la salle de guerre nouvellement réaménagée de valises crues, une lune forteresse de la taille d'une planète, construite en obsidienne pure, les membres du conseil d'élite étaient réunis sous un plafond voûté, tapissé d'or et de lumière stellaire. Le commandant suprême Arken, meurtri et amer, frappa la table d'une main gantée. « Vous m'aviez dit que la Terre ne pouvait pas supporter la guerre. » Un bureaucrate, grand, à la peau translucide, drapé dans des robes de cérémonie, s'inclina légèrement. « Nous avons sous-estimé leur capacité de production. »« Non, » rétorqua Harkon. « Vous avez sous-estimé leur rage, et maintenant, nous avons anéanti des flottes entières à cause de cela. » Une autre voix, sèche et tranchante, se fit entendre au fond de la salle. « Ils se battent comme une bête acculée. » Le regard d'Harkon se glaça. « Non, ils se battent comme une créature qui n'a pas oublié la douleur. » Il se tourna vers la table de guerre. Une carte galactique illuminée de zones rouges qui n'existaient pas 1 semaine auparavant. Nous ne parvenons plus à les contenir. Nous sommes traqués. Sur Terre, au bord du cratère où s'était écrasé le second module d'atterrissage. Un convoi se frayait un chemin à travers les débris, tel un fantôme. 4 VCI, 2 camions armés, et au centre, le projet Tauren, en lévitation au-dessus de la route, défiant les lois de la gravité. Autour du véhicule, les survivants d'Echo 1 avançaient en silence. Les unités restantes de la résistance occidentale étaient désormais réorganisées sous un nouveau nom, Compagnie Blackline.
À l'avant du premier VCI, le commandant Ellis, casque ôté, les yeux injectés de sang mais concentrés, tenait une petite tablette affichant des interceptions classifiées. Les vestiges de la flotte du Conseil battaient en retraite de l'orbite terrestre, décimée, sans direction précise, mais toujours présents. Pire encore, les renseignements indiquaient qu'une base opérationnelle avancée avait été discrètement construite sur la face cachée de la Terre, dissimulée au cœur des Andes chiliennes, protégée par les distorsions atmosphériques et enfouie sous un camouflage adaptatif. Ce serait la prochaine cible. Une tête de pont cachée sur Terre. Inacceptable. Ellis prit contact par radio. Toutes les unités, le regard droit devant. Percé dans 6 heures. Torren en tête. Une voix rauque répondit. « Sergent Denver, l'un des derniers chefs d'équipe de Draeneur. Ce truc peut-il escalader une montagne ?» Ellis eut un sourire narquois. Pas besoin d'escalader. Il fait bouger la montagne. Dans le cockpit de Torren, Brixton était assise au poste de contrôle, flanqué de 2 artilleurs et d'une jeune technicienne en système d'IA nommée Ria. L'interface ne ressemblait en rien à la technologie terrestre. Pas de joysticks, pas de volant, seulement des panneaux métalliques incurvés parcourus de veines lumineuses réagissant au toucher, à la pensée et à la voix. « Alimentation stable », dit Ria à voix basse. « Rails magnétiques, chargés à bloc. » Brixton fit craquer son cou. « Faisons trembler la galaxie !» Le convoi atteignit le pied des Andes, à la tombée de la nuit. Le paysage qui en restait ressemblait davantage à une peinture de guerre. Arbres calcinés, rochers brisés et sols carbonisés. Les drones de reconnaissance l'avaient en confirmé. La technologie du Conseil était enfouie dans les montagnes. Tunnels profonds, processeurs atmosphériques et même des nœuds de boucliers. Ils établissaient une présence permanente, pas un avant-poste, une colonie. Ellis se tenait avec son équipe près de la crête. Le vent froid fouettait son manteau, tandis qu'elle examinait le point d'entrée. Une caverne naturelle élargie par des fouilles poussées. Pas de lumière, pas de garde. Mais elle savait que c'était une illusion. Danvers prenait l'équipe Bravo et contournait-la par l'ouest. Installez les brouilleurs. Moi, Ria, donne-moi les données thermiques. Le technicien afficha un écran. Des silhouettes rouges se déplaçaient sous terre comme des insectes. 30 à 40 corps humanoïdes, 2 mèches, aucune présence aérienne. Parfait. Ellis leva son fusil, vérifia le chargeur et regarda Torren, immobile comme une déesse endormie derrière eux. Réveille-la. Le premier coup fut chirurgical. Le sol autour de l'entrée de la caverne explosa, non pas sous l'effet d'une déflagration extérieure, mais de l'intérieur. Le projectile cinétique de Torren pénétra le nœud de bouclier à travers la paroi de la montagne, déclenchant une réaction en chaîne dans le réseau électrique du tunnel. Les lumières à l'intérieur de la base ennemie vacillèrent, puis s'éteignirent. Avant que le Conseil ne puisse réagir, Ellis et la ligne noire étaient déjà à l'intérieur. Grenades assourdissantes, projectiles électromagnétiques, feu et tonnerre. Les ingénieurs Valari n'avaient aucune chance. La plupart n'étaient même pas blindés. Leurs gardes se précipitèrent pour rusher et précipitèrent pour riposter. Mais Torren tira une seconde salve. Cette fois, le long de la montagne, provoquant l'effondrement d'un tunnel et piégeant un tiers des forces ennemies à l'intérieur. Ellis se déplaçait comme un fantôme, son fusil crachant des tirs précis à travers la fumée et la poussière. Chaque respiration était une épreuve. Chaque seconde était un enfer. Mais cette fois, la Terre ne se défendait pas. Cette fois, il purifiait. Au cœur de l'installation ennemie, ils l'ont trouvée. Une balise, haute et anguleuse, alimentée par un cristal pulsant et ornée de glyphes qu'Ellis ne reconnaissait pas. La voix de Ria se brisa dans son oreillette. C'est un relais de signal subspatial. Ils ne se contentaient pas de se retrancher. Ils appelaient mettre des renforts. Ellis ne scia pas. Torren verrouilla la cible. Tire à pleine puissance. Pas de compte à rebours, demanda Brixton par radio. Elle leva son arme et tira elle-même sur la balise.
Je suis le compte à rebours. Le tir final de Tauren arracha le relais du temps. Plus de feu, juste le silence. Un gouffre béant, aspirant lumière et son jusqu'à s'effondrer dans un fracas assourdissant. Des heures plus tard, alors que le soleil se levait derrière eux, la montagne tremblait encore. Hélice, le visage maculé de terre et de sang, se tenait au bord de la vallée fumante et laissa le silence s'installer. Derrière elle, les survivants de Blackline se rassemblaient. Ils avaient d'en perdu d'autres hommes. Ils l'avaient toujours fait. Mais cette fois, cela en valait la peine. Le Conseil avait ouvert une brèche, et la Terre l'avait refermée brutalement. En orbite autour de la Terre, les vestiges de la flotte du Conseil observaient en la montagne brûlée à distance. L'amiral Vétorn, le plus haut gradé militaire survivant, se tourna vers son second. Ils l'ont prise. Oui, monsieur. Il resta longtemps silencieux. Et maintenant? L'amiral hésita. On se regroupe. Prévoir des représailles. Bétarn secoua la tête. Non, nous les avons prévenus. Led semblait perplexe. Votarn fixa la baie, terre d'une voix basse. On peut tuer les rebelles. On peut écraser les soulèvements. Mais on ne peut pas arrêter une espèce qui apprend à aimer la guerre. La salle du conseil de guerre, sous la base Luna, était sombre, silencieuse et lourde de gravité. L'autre, celle qui se cachait derrière les yeux, dans chaque mâchoire serrée et chaque regard insomniaque. Le commandant Ellis se tenait au centre, flanqué de l'amiral Alverson, et en face d'elle, assis seul derrière un blindage renforcé, se trouvait un traître. Il avait l'air humain, mais il ne l'était pas. Sa peau était pâle, translucide sous les projecteurs, non pas comme un fantôme, mais comme une présence immuable. Son regard était trop fixe, ses paroles trop claires. Il s'appelait Krill. « Parlez », dit froidement Ellis, les bras croisés. Krill ne s'y a pas. « Vous savez déjà ce que je suis. Je sais que vous avez été trouvé près de l'épave d'une capsule de commandement Valari, vêtu d'un uniforme de mort et porteur de codes d'accès à la Terre, que nous n'avons jamais délivré. Ce n'est pas tout ce que je porte, murmura-t-il. Ellis jeta un coup d'œil à Halverson, qui acquiesça d'un signe de tête. Elle recula. L'amiral prit la parole. « Vous êtes un hybride, » dit Halverson. « Génétiquement modifié, né au Conseil, mais de forme humaine. Pourquoi ?» Krill esquissa un sourire. « Parce que le Conseil étudie ses ennemis, et la seule chose qui les terrifie plus que votre technologie, » il tapota les schémas du canon électromagnétique étalés sur la table. « C'est la partie de vous qu'ils ne peuvent pas prédire, votre rage, votre mémoire, votre instinct de riposter même quand vous avez déjà perdu. » Ellis plissa les yeux. « Alors, quel est votre plan ?» Krill se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. « Je veux vous aider à tout détruire. » 12 heures plus tard, l'opération Godfall était lancée. Ni raid, ni test, une invasion. Cible. Valkrux. La lune forteresse abritant les vestiges du cercle restreint du Conseil. Les renseignements confirmés par Krell révélaient des failles dans leur défense. Générateurs de boucliers neutralisés, structures de commandement fragmentées et factions internes déchirées par les luttes intestines. « Ils sont en train de s'effondrer », déclara Krill lors du briefing final. « Mais pas assez vite. Si vous frappez maintenant avec Tauren et la couverture orbitale, vous ne vous contenterez pas de les vaincre, vous anéantirez leur existence même. » L'amiral Halverson s'avança vers la table de guerre, entouré des meilleures mines militaires, encore en service sur Terre. Il désigna le point faible, une tranchée polaire, abritant un centre de commandement, enfoui profondément sous l'obsidienne. « Vous frappez ici, » dit Halverson. « Vous frappez fort, vous tranchez la tête, puis vous la maintenez jusqu'à ce que le monde entier voie leurs dirigeants tomber. » Ellis fixa l'hologramme, froide et concentrée. « Et s'ils ne tombent pas, » répondit Halverson en soutenant son regard, « alors vous les enterrez dans leur propre forteresse. »
3 jours plus tard, la première flotte humaine de l'histoire à quitter l'espace terrestre pour une mission offensive s'est glissée silencieusement en hyperespace. 3 croiseurs, reconstruits à partir d'épaves du Conseil et modernisés grâce au système ferroviaire terrestre désormais perfectionné, escortaient 2 vaisseaux transportant des capsules de largage, des mèches et des troupes. Au centre, silencieux, immobile, vibrant d'une froide détermination, se trouvait Tauren. Ellis se tenait à bord du vaisseau amiral Resolute, son armure noire et dépourvue d'insigne. Elle ne portait plus de grade, seulement la détermination. Ria était à la table de contrôle, suivant la progression des sauts. Brixton était déjà à bord de Tauren, désormais plus machine-com, la moitié de son corps reconstruite après le dernier assaut. Krill observait les étoiles. « Interception d'un signal du Conseil », annonça Ria. « Ils savent que nous arrivons. »« Prévu », répondit Ellis. « Mouvement de flotte ?»« Négatif. Le trafic interne suggère un effondrement civil. Une faction tente de prendre le pouvoir avant notre arrivée. » Ellis eut un sourire narquois. « Donnons-leur une raison de se battre. » Ils sortirent de l'hyperespace et plongèrent dans le chaos. Val Crux, jadis le joyau de l'ordre galactique, était désormais ravagé par des incendies internes. Les plateformes de défense étaient hors service. Les communications étaient coupées. 2 destroyers du Conseil orbitaient de part et d'autre de la galaxie. Leurs armes, chargées, étaient pointées l'une vers l'autre. Une guerre civile avait éclaté. La flotte terrienne fendait l'atmosphère comme des lames. Leurs canons électromagnétiques, silencieux mais prêts à faire feu, étaient déployés par Resolute, qui tenait sa position et lançait des capsules atmosphériques depuis l'orbite. Ces capsules sillonnaient le ciel comme des étoiles filantes. Ellis était à bord de la capsule de tête, les pieds bassés bien ancrés au sol, les doigts crispés sur le fusil électromagnétique en bandoulière. En face d'elle se trouvait une escouade de vétérans de la compagnie Blackline, la meilleure de la Terre, rescapés du corridor de Denver, de l'assaut des Andes et d'une douzaine d'autres enfers dont personne d'autre ne se souvenait. Denver se pencha en avant, le visage encore marqué par les points de suture du dernier combat. « Tu crois qu'ils vont fuir ?» Ellis ne sourit pas. « Non, je pense qu'ils vont nous faire gagner chaque mètre, et je crois qu'on est les derniers sur Terre à ne pas rechigner à payer ce prix. » Ils s'écrasèrent à la surface comme un coup de tonnerre. La fosse polaire explosa vers le haut lorsque Tauren atterrit le premier. Les canons à rail étaient armés et pointés sur tout ce qui osait bouger. Quelques secondes plus tard, Brixton tira le premier coup, non pas sur une cible, mais sur la paroi de la tranchée elle-même. La force de l'impact fit s'effondrer un canal défensif entier, ensevelissant 4 tourelles automatiques et ouvrant la voie au parachutage de l'infanterie. Ellis tomba ensuite au sol, roula lourdement sur lui-même, se releva à genoux et tira aussitôt. Un soldat Valari, paniqué et blessé, s'effondra avant même de l'apercevoir. Blackline se déplaçait comme des démons dans la tranchée. Sans hésitation, sans pitié. Il ne s'agissait pas de diplomatie, mais de recouvrement de créances. À l'intérieur de la forteresse, Krill avançait avec une familiarité tranquille, guidant Ria et une petite équipe de renseignement à travers les couloirs sinueux d'obsidienne. L'air était lourd de fumée et de panique. « Ils protégeront la salle du Nexus », prévint-il. « C'est là que le Conseil vote, là qu'est enregistrée la légitimité. »« Pourquoi ne pas la détruire ?» demanda Ria. « Parce que la Terre n'a pas besoin de les effacer, » répondit Krell. « Elle a besoin de les remplacer. » Elle comprit le symbolisme. Une nouvelle voix émanant du siège du pouvoir. Pendant ce temps, dans la caserne inférieure, la ligne noire saignait. Une contre-attaque déferlait d'en bas, troupes lourdes, marcheurs, essaims de drones. Les soldats terriens étaient endurcis, tenaces, mais pas invincibles. Danvers reçut un coup à l'épaule et hurla entre ses dents serrées, tandis qu'Ellis le traînait à couvert. « On est encerclés !» cria quelqu'un. Ellis scruta la crête au-dessus d'eux et aperçut le scintillement des tourelles camouflées qui s'activaient. Ils allaient être massacrés.
À moins que, Torren, ce soit Hélice. Tu me reçois ?» La voix de Brixton parvint à travers les grésillements, forte et claire. « Il me faut un putain de miracle. Tu en auras 2. » Une seconde plus tard, Torren s'élança à la verticale, utilisant ses propulseurs gravitationnels intégrés pour franchir la tranchée d'un bond. En plein vol, ses canons à rails jumelés pivotèrent fautant vers le bas et firent point de feu. L'impact déchiqueta la paroi de la tranchée et anéantit tous les ennemis qui s'y trouvaient. L'explosion arracha un pan de couloir de la taille d'une navette. Le sol trembla comme si la lune se fendait. La ligne noire se regroupa et reprit l'assaut. Au cœur de Valis Crux, la salle du Nexus pulsa de lumière. Des arcs d'énergie dorée s'écoulaient entre d'anciennes flèches. Les membres survivants du Conseil s'étaient rassemblés en panique. Beaucoup criaient, d'autres pleuraient, et quelques-uns brandissaient des armes, espérant un combat perdu d'avance. Les portes s'ouvrirent, et Krill entra, suivi d'Hélice, de Ria et d'une vingtaine d'humains armés. Un silence s'installa. Puis, Hélice s'avança. « Vous avez assez régné. » Un grand ambassadeur, Valari Ricana. Vous croyez que cela vous donne du pouvoir? Vous êtes toujours en infériorité numérique. Hélice ne haussa pas la voix. Nous ne sommes pas là pour négocier. Nous sommes là pour nous assurer que personne comme vous ne remette jamais les pieds dans cette salle. Un ancien du Conseil leva la main, comme pour voter. Ria lui tira une balle dans la gorge. Hélice se tourna vers Krill. « Transmets-le. » Il acquiesça et appuya sur le bouton de la balise. Un signal jaillit de la chambre. Crypté de façon permanente. Le Conseil est tombé. La chambre était ouverte. La Terre parle maintenant. Au-dessus de la planète, Resolute capta le signal. L'amiral Halverson, les mains jointes dans le dos, suivait en direct les images d'Hélice se tenant au-dessus des ruines de la salle la plus puissante de la galaxie. Il se tourna vers son équipage. L'histoire venait de basculer. Valcrux brûlait encore lorsqu'ils avaient étissé le drapeau terrien. Non pas une bannière immaculée, ni un consensus mondial, juste un étendard déchiré et strié de cendres, cousu à partir des manches d'uniforme des morts, planté dans le sol fracturé de la salle du Nexus où, jadis, 1000 voix extraterrestres avaient débattu de la paix, tandis que des vaisseaux brûlaient en silence à l'extérieur. À présent, ce silence était différent. Ce n'était ni de la honte, ni de la peur. C'était de l'attente. Le major Hélice se tenait au centre, son armure maculée de sang, de poussière et d'une fatigue indélébile. Autour d'elle, la compagnie Blackline tenait la chambre comme un lieu sacré. Fusils en main, yeux rivés sur l'ennemi. Plus question de troupes ennemies. Elles avaient disparu. Désormais, ils s'observaient les uns les autres. Car lorsque le pouvoir change de main, les amis deviennent suspects. Krill s'approcha silencieusement. Ses pas trop assurés pour une zone de guerre, son visage hybride indéchiffrable. Il ne portait pas d'armure. Il n'en avait pas besoin. Sa défense avait toujours été le savoir. « Ils ont cessé de tirer, » dit-il. Hélice ne le regarda pas. « Ils attendent de voir si nous tirons. Ensuite, ils ont peur. »« Non, » dit-elle. « Ils sont en train de calculer. » Elle se tourna alors vers lui, le regard vide mais fixe. Que va-t-il se passer maintenant? Krill marqua une pause. Soit nous deviendrons ce que nous venons de détruire, soit nous construirons quelque chose de pire. Sur Terre, le monde ne se réjouit pas. Pas de défilé, pas de retransmission de victoire. Juste une reconnaissance silencieuse et le retour au travail de reconstruction. Les villes n'étaient plus que ruines, les océans pollués, le ciel sillonné de débris orbitaux. Mais une chose avait changé. Plus personne ne viendrait les réduire en esclavage. Halverson, seul dans la salle de guerre sous la base Luna, suivait en direct la retransmission de Valis Crux. Hélice y prononçait son premier discours à la galaxie depuis le siège du Conseil. Elle ne s'est pas présentée comme reine, présidente ou chancelière. Elle a prononcé un seul mot. Représentante
non pas du pouvoir, mais de la douleur. Nous ne sommes pas venus pour vous dominer. Sa voix a résonné à travers des satellites endommagés et des stations d'écoute silencieuses sur 10 000 mondes. Nous sommes venus pour nous assurer que vous n'oubliez jamais que nous avons versé notre sang. Elle a marqué une pause. Et si vous nous faites encore saigner, vous regretterez d'avoir prononcé notre nom. Puis la transmission a été coupée, simple, inoubliable, humain. Après la transmission, Ellis resta seule, fixant les parois de verre noir de la salle du Nexus. Les feux étaient éteints, les symboles du conseil effacés, mais l'air empestait encore le plasma et l'ambition fondue. Ria entra discrètement. « Nous avons de la visite, dit-elle. Ellis se retourna. De quel genre? 2 délégations, une d'Harry, l'autre des colonies extérieures. Ellis se frotta le front. Déjà? Ria acquiesça. Ils veulent parler de la nouvelle structure, du commerce, des frontières, de l'autorité. Ellis marmonna. Ils ne sont pas venus quand on a imploré notre aide. Et maintenant, ils sont là. Bien sûr, puisque la Terre possède désormais des canons à rail. Dans le couloir, à l'extérieur de la chambre, le sergent Danvers s'approcha en boitant d'Ellis, qui portait désormais une attelle mécanique à la jambe, qu'il avait failli perdre. « Ils veulent que vous signiez des traités. » Ellis ne répondit pas. « Ils ne comprennent pas, dit-il. Nous ne sommes pas là pour bâtir un empire. Nous ne voulions tout simplement pas mourir les mains liées. » Ellis finit par parler d'une voix basse. Nous étions des souris dans une pièce pleine de lions. Puis un jour, on a apporté un marteau. Danvers laissa échapper un rire sombre. Quel est le plan? Rester dangereux, rester honnête, et ne jamais les laisser oublier ce qui arrive quand on ignore un appel au secours. Un sacré héritage. Elle contempla les étoiles à travers les éclats de verre du dôme brisé. Non, ce n'est pas un héritage. Elle se tourna vers lui. C'est un avertissement. 3 semaines plus tard, la première délégation humaine traversa le hall de l'Ascension sur Hortanus Prime, l'un des mondes fondateurs du Conseil. Leur cité resplendissait encore de marbre poli, leur tour dorée s'élançant vers un ciel enveloppé de nuages. Mais les humains ne portaient pas de robes de cérémonie. Ils arboraient des armures poussiéreuses, cabossées, non peintes. Le message était clair. Nous n'avons pas gagné par la beauté, mais par la douleur. Certaines espèces applaudirent, d'autres s'inclinèrent. Quelques-unes lancèrent des regards noirs. Au fond de la salle, dans l'ombre, un ancien tacticien du conseil nommé Vétarne observait la scène d'un œil méfiant. Sa flotte s'était retirée à la chute de Valis-Crux, mais il n'avait pas capitulé, pas vraiment. Il attendait, observait et construisait. Il se tourna vers son aide et murmura. « Il croit que c'est la paix. » Sa voix était glaciale. Qu'il le fasse. De retour sur Valis-Crux, Ellis se retrouvait plus souvent seule. Elle n'avait plus besoin de se battre. Les batailles étaient désormais politiques, économiques, diplomatiques. Mais quelque chose en elle commençait à se fissurer. Le bruit des armes lui manquait, le poids d'un fusil lui manquait. Le pouvoir n'avait rien d'une victoire. C'était comme des chaînes. Krill l'avait remarqué. « Tu dois quitter le trône, » dit-il un soir. « Je ne suis pas sur un trône. »« Si tu l'es, même si tu ne t'assieds jamais. » Elle le regarda. « Que veux-tu dire ?» Il s'approcha. « Laisse les autres gouverner. Tu n'es pas faite pour diriger. Tu as été créée pour rappeler aux gens ce qui arrive quand les dirigeants échouent. » Elle contempla de nouveau les étoiles. Et pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentit aucune fierté. Elle se sentit seule. Ria prit la direction des opérations civiles. Danvers devint le premier commandant du pacte de défense terrien. Krill disparut. Certains disaient qu'il était retourné sur la planète natale des Valaris. D'autres murmuraient qu'il avait infiltré les vestiges du Conseil. Ellis ne posa pas de questions. Elle n'avait pas besoin de savoir. Elle retourna sur Terre 2 mois plus tard. Sans escorte, sans célébration, juste elle et un lever de soleil glacial sur le cratère de Denver.
Elle marcha seule jusqu'à l'endroit où le nom de Rainer était gravé dans un mur d'acier tordu. En dessous de son nom, on pouvait lire Rainier, Brixton, Jensen, Dix, tant de fantômes. Elle appuya sa main contre le mur et murmura. Tu avais raison. Elle ferma les yeux. Nous n'avons pas survécu pour régner. Nous avons survécu pour qu'ils aient peur d'oublier. La galaxie n'explosa pas de joie. La paix galactique ne régnait pas, mais quelque chose de bien plus dangereux prit sa place. Le silence. Un nouvel ordre imposé non par la politique, mais par la mémoire. Des mondes qui jadis raillaient, la Terre commerçait désormais avec prudence. Des flottes qui patrouillaient jadis l'espace humain le tenaient désormais à distance. Et les canons électromagnétiques, ces instruments anciens et brutaux de violence pure, toutes les espèces les convoitaient. Sainte. Mais une seule savait comment les fabriquer correctement. Une seule avait appris le prix à payer, et une seule les avait renvoyés sous le coup de la colère. Hélice vécut paisiblement après cela. Son nom apparut dans des livres. Des statues furent érigées, son visage imprimé sur des timbres, des pièces de monnaie, et même sur des fresques de cathédrales sur des lunes lointaines. Mais elle ne retourna jamais à Valis-Cru. Elle laissa ce lieu aux diplomates. Sa guerre était terminée, du moins le croyait-elle. 10 ans plus tard, une nouvelle flotte pénétra dans des systèmes inexplorés, sans pavillon, sans signal, sans avertissement, seulement des trous noirs et d'anciennes technologies du Conseil, reconstruites, reforgées et enveloppées de silence. À sa tête, l'amiral Bettarn avait attendu. Il avait observé. Et à présent, il était prêt, non pour la vengeance, mais pour rétablir l'ordre. Alors que les premiers signaux d'alerte atteignaient la Terre, que les lumières rouges de la base lunaire se remettaient à clignoter, quelqu'un exhuma un vieux nom d'un dossier oublié, Hélice. Ils avaient de nouveaux besoins d'elle, non pas pour régner, non pas pour diriger, mais pour rappeler une dernière fois à la galaxie qu'on n'ignore pas la Terre. Plus jamais.